Alors, merci à tous nos panélistes. Je pense qu'ils font tous bien ressortir l'idée de la collaboration est vraiment un ingrédient essentiel à la transition du 4.0. Il nous reste une dizaine de minutes facilement pour des commentaires, des questions. Alors, tous commentaires et questions sont les bienvenus. Les micros vont se promener dans la salle. Vous pouvez aussi vous adresser au professeur Bosch qui comprend le français. Donc, soit en anglais, soit en français. Si c'est en français, essayez de sortir votre français parisien avec lequel il est un peu plus à l'aise que l'accent québécois, me disait-il. Alors, commentaires, questions? Oui. Oui, bonjour. La question serait pour Christian. Christian, je serais curieux de savoir le avant et après. Le ratio à peu près de machinistes versus, je vais l'appeler l'équipe technique. Tu sais, toute la programmation, le maintien des équipements. Certainement pour comment vous l'appelez, le closed door machining. Ça demande beaucoup plus de personnel technique que de machinistes. Est-ce que vous pouvez me donner un ratio avant-après? Je dirais qu'il y a il y a certainement des métiers qui se sont ajoutés. Par exemple, pour les choses, les logiciels technologiques là, de surveillance, la fiabilité des équipements. Puis on est au début, moi je pense encore, là, même si ça fait 7-8 ans qu'on travaille dessus. On commence à avoir beaucoup de données, mais on ne la valorise pas assez encore, cette donnée-là. Fait que, il y a certainement d'autres métiers, d'autres techniques qui vont devoir s'ajouter. Oui, pour le même travail, c'est sûr qu'il y a peut-être un peu moins de machinistes. Comme le contexte chez nous, c'était un contexte de croissance, on a peut-être un peu moins embauché de machinistes, mais on n'a pas fait de mise à pied par rapport à ça. Il y a des machinistes qui sont utilisés à plein d'autres tâches qu'ils ne faisaient pas avant. Donc, surtout dans l'amélioration du procédé, dans la collaboration avec les équipes techniques aussi, parce que c'est eux qui peuvent vraiment amener les éléments non fonctionnels pour améliorer le système de production globalement. Fait que, oui, il y a peut-être un peu moins de machinistes pour une même quantité de production, mais il va y avoir d'autres métiers aussi qui vont s'ajouter au fil des ans, certainement. L'autre notion, c'est que pour eux aussi, ça, Christian m'en parlait justement encore ce matin, pour eux aussi, il y a toute une autre dynamique qu'il faut qu'ils apprennent. Comment déboguer. On donnait l'exemple des voitures. Il y a 20 ans, il y avait peut-être 50% de la population qui était capable de bisouner un peu dans son moteur puis de travailler dans son moteur parce que c'était simple. Aujourd'hui, il reste quel pourcentage des gens sont capables d'ouvrir leur capot puis de vraiment faire des réparations sur leur voiture? Il n'y en a presque plus parce que c'est rendu tellement compliqué. Mais eux, ils opèrent maintenant un système beaucoup plus complexe. Donc ils ont à s'attaquer parce qu'il y a des défaillances aussi là-dedans. Ils ont à aller comprendre comment ça fonctionne pour pouvoir agir rapidement. Parce que la seule chose qu'on ne veut pas, c'est qu'on ait mis quelque chose qui aille plus vite, mais que quand il arrête, ça prend 4 fois plus de temps à repartir en production. Parce que sinon, on a tout perdu, là. On n'a rien gagné finalement. Donc, il faut qu'eux aussi apprennent à travailler avec ce nouveau système-là. Merci. Okay. Je vois qu'il y a quand même quelques personnes qui veulent intervenir, donc on va peut-être prendre des interventions un peu en rafale, puis ensuite on va donner la parole à nos panélistes. Donc on commence avec monsieur au fond, et ensuite ici. La question pour Christian. Après 3 ans de fréquentation avec les employés de chez Massey Doughty, en début 2005, les travailleurs ont décidé de joindre le syndicat des machinistes. Et pour négocier une première convention collective, avant même qu'on réussisse à négocier la convention collective, l'employeur, Massey Doughty, avait des équipes semi-autonomes qui fonctionnaient là, dans les départements. Il y avait une gestion du département qui se faisait par les équipes. Et cet aspect-là, l'employeur ne voulait pas le perdre. On a emmené l'entreprise et le représentant du syndicat à notre centre de formation dans le Maryland pour les former sur l'organisation de travail à haut rendement. On a signé par la suite un partenariat avec l'employeur, Massey Doughty. Et j'aimerais savoir, dans l'exemple que vous nous avez démontré, avez-vous utilisé justement
c'est l'OTHR, l'Organisation de travail à haut rendement, le partenariat qu'on avait signé avec l'employeur. Merci, merci. On va prendre l'intervention tout de suite de monsieur. S'il y en a d'autres qui veulent intervenir, oui, là-bas aussi. Donc, on commence par vous. It's a question for Professor Bosch. I would like if you could shed some light over what kind of partnership was put in place with the vocational school. Here we have EMAM and ENA with respect to aerospace cluster. So when I see that the job were not denaturalisé or denaturé, but they were enriched, so how did you support the schools to get better? Merci. Monsieur. Okay, ma question est pour Dave Chartrand. Dave, on parlait des gens de ressources humaines qui doivent s'adapter à le 4.0. Est-ce que le syndicat a des vues là-dessus? Est-ce que vous voulez changer des choses ou le syndicat reste statu quo puis vous attendez qu'on collabore avec vous? Est-ce qu'il y a une autre intervention avant que je redonne la parole à nos panélistes? Ça va? OK. Peut-être commencer par Christian. Donc, au niveau de l'OTHR, on continue d'avoir une collaboration très étroite avec nos représentants syndicaux. Dans la méthode pure qui a été enseignée là, dès le départ, on a un peu de difficulté, j'avoue, à bien suivre les projets, mais ce n'est pas parce que c'est dans le cadre de l'OTHR. La gestion de projet chez nous, ce n'est pas nécessairement la plus grande des forces. Donc, il y a une amélioration de tous les niveaux en gestion de projet à faire chez nous. Ceci dit, quand on a approché l'OTHR, on l'a approché avec, avec le syndicat. On a été choisir des employés parmi ceux qui étaient les machinistes dans la première génération. On les a choisis avec des critères qui étaient des critères d'ouverture, des critères de curiosité pour essayer d'assurer le succès de cette transition-là. Par la suite, on a amené d'autres gens qui étaient peut-être un peu moins curieux, qui étaient un peu plus confortables avec le travail de routine. Mais on les a jumelés à des gens qui étaient là dans le secteur depuis un bon bout de temps pour les former aux nouvelles méthodes de travail. On les a rencontrés pour leur expliquer avant la transition c'était quoi les attentes face à ce nouvel atelier-là, la philosophie qu'il y avait derrière. Mais le travail a été fait par les gens de métier qui avaient qui avaient parti ce projet-là dans le nouvel atelier pour assurer la continuité, même si on ajoutait des nouveaux employés qui n'avaient pas baigné dans la transition. Mais je dirais que l'OTHR, tel qu'on se le fait enseigner, où il y a un projet qui est identifié, où il y a des revues régulières entre l'employeur, le comité d'OTHR, puis peut-être un petit groupe de travail, on ne l'a pas nécessairement en continu chez nous. Il y a quelques projets par année qu'on fait dans le cadre de l'OTHR. Mais un projet comme ça, il y avait des rencontres régulières avec les employés qui étaient impliqués dans le changement, puis des représentants syndicaux aussi qui allaient voir directement les employés pour aller s'enquérir de c'était quoi le changement. Puis, donc, ils étaient maintenus informés et par nous et par les employés eux-mêmes. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Gérard Bosch. Yes, vocational schools are extremely important, and modernization takes place very differently. Volkswagen in Wolfsburg, in its headquarters, with 60,000 employees, they have an own vocational school on their site. So the teachers know exactly what's going on in the site. There's a continuous exchange. They have modern equipment. It's much, and in other areas we have clusters, logistics, for example, in Duisburg, the Rheinport, where 60 companies are cooperating with a vocational school specialized in the logistic occupations. Much more difficult is when it comes to vocational schools, which are mainly responsible for small and medium-sized companies. They don't get this input from the companies,
just the opposites. The vocational schools give inputs to the companies because modernization and dissemination of new technologies into small and medium-sized companies mainly takes place through people, through training. So the young apprenticeships, they learn things in vocational schools which they do not learn in the company level, and they often tell the owner of the small company, oh, you have to invest there and there. Vocational schools are extremely important for the diffusion of new technologies and for the dissemination and into small and medium-sized companies. So what we are doing there's a 1 billion program on the modernization of equipment, but this doesn't help if the equipment is not used. So training of the trainers, of the teachers is a crucial point. And there, I think we have some problems because we don't have a continuous exchange program between vocational schools and companies. But this is recognized and should be improved in the future. La question n'est pas si facile à répondre que ça, elle est en deux volets. Est-ce que vous avez parlé de les ressources humaines doivent changer, la gestion doit changer aussi certaines choses avec le 4.0? Est-ce que les syndicats ont à changer des choses? Je pense que oui. Je pense que certains dirigeants syndicaux, oui. Certains syndicats, oui. Et d'autres ont déjà entamé et emboîté le pas il y a longtemps et ont commencé à faire ces changements-là à l'intérieur de leur culture, leur structure, etc., pour pouvoir s'adapter à toutes ces choses-là. Puis la raison que je dis ça, c'est que souvent, quand les syndicats locaux n'ont pas le support de leur leader, de leur leadership, de leur centrale, de leur direction, pour s'en aller dans cette direction-là pour des raisons idéologiques et combattre le changement, ce n'est pas une solution gagnante. C'est une solution qu'à la fin de la journée, il y a du monde qui vont perdre des emplois, il y a des entreprises qui vont fermer, puis l'économie, ça ne portera pas mieux. Donc, je pense que oui, il y a des syndicats qui ont à faire une auto-évaluation, se regarder dans le miroir, voir est-ce qu'ils veulent être des vecteurs de changement, est-ce qu'ils veulent participer collectivement au changement, et puis veiller au bien de leurs membres. Bien, ils doivent être assis à la table, ils doivent discuter avec l'employeur, puis ils doivent changer leur culture. Je pense que ceux qui sont déjà là, ils ont juste à continuer à travailler en collaboration avec les gens qui sont en place. Et puis, pour répondre à la question, c'est certains oui, d'autres non. Merci beaucoup. Il nous reste 2 minutes, donc je pense qu'on va conclure ici. Je vous rappelle qu'on reprend nos activités à 14h45 avec une conférence de René Villemur qui va traiter des questions éthiques entourant le 4.0. Et donc, évidemment, avant de quitter, je voudrais remercier chaleureusement l'ensemble de nos panélistes. Merci beaucoup.